Les dirigeants du G7 n'ont pas réussi à persuader Donald Trump de durcir les sanctions contre la Russie. Trump a seulement déclaré qu'il était une énorme erreur d'avoir expulsé Poutine du G8 il y a 11 ans et que c'est précisément cela qui l'aurait soi-disant poussé à attaquer l'Ukraine. Cependant, la Maison-Blanche a déjà une excuse pour justifier l'absence de nouvelles sanctions américaines contre la Russie. Il s'avère que la guerre entre Israël et l'Iran est à blâmer pour tout cela, où Trump espérait la médiation de Poutine dans les négociations entre les États-Unis et l'Iran. En plus de cela, Trump a soudainement envoyé son émissaire Keith Kellogg chez le dictateur biélorusse Loukachenko pour discuter avec lui des futures négociations de paix entre l'Ukraine et la Russie. Ce qui ne fait que légitimer un autre dictateur aux côtés de Poutine. Je suis Alexei Petchy, analysons en détail la situation. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like et d'écrire n'importe quel commentaire. De plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Là-bas, nous publions des nouvelles en temps réel, dès qu'elles arrivent. Ainsi, lors du dîner du sommet qui s'est tenu au Canada lundi 16 juin, Donald Trump a de nouveau déçu ses alliés, en déclarant que les sanctions contre Moscou coûtaient trop cher aux États-Unis d'Amérique. Par conséquent, il n'est pas nécessaire de les imposer. De plus, il a confirmé ses précédentes objections à la politique de pression économique sur la partie russe. Parmi les États européens, le scepticisme grandit quant à la capacité de Trump à mettre en œuvre ses propres menaces d'imposer de nouvelles restrictions contre la Russie. Bien que les pays de l'Union européenne continuent d'interagir avec le président des États-Unis et réagissent avec retenue à sa position. En même temps, ils renforcent activement leurs propres liens de défense avec leurs alliés et cherchent des moyens de soutenir l'Ukraine face à l'intérêt décroissant de Washington pour l'aide à Kiev. Néanmoins, comme prévu, la déclaration finale du président du sommet, présentée par le Premier ministre du Canada, Mark Carney, souligne l'engagement envers les efforts de règlement pacifique du conflit sous la médiation des États-Unis. La déclaration indique que l'Ukraine fait preuve de volonté de cesser le feu, alors que la Russie n'en montre aucune. Le document prévoit également un appel à poursuivre la pression sur Moscou par des mesures de sanctions. Bien que, comme vous le comprenez, toutes ces formulations ne signifient absolument rien face au refus de Donald Trump de faire réellement pression sur Moscou. Je rappelle qu'à la veille du sommet, l'Union européenne a proposé déjà le 18e paquet de sanctions contre la Russie. Au Royaume-Uni, de son côté, le 17 juin, a annoncé de nouvelles restrictions visant les secteurs énergétiques et financiers russes. Les deux parties ont également soutenu la baisse du prix plafond du pétrole russe, ce qui avait déjà rencontré une résistance de la part des États-Unis. La discussion de ces mesures se déroule également dans le contexte d'attaques renforcées de la Russie sur le territoire ukrainien. Selon la partie ukrainienne, dans la nuit du 17 juin, à la suite de l'une des attaques aériennes les plus puissantes depuis le début de la guerre à grande échelle, au moins 14 personnes ont été tuées à Kiev. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a qualifié l'événement comme l'une des attaques les plus terrifiantes. La capitale a été attaquée par des drones et des missiles, endommageant et faisant s'effondrer partiellement certains bâtiments résidentiels. Citation. De telles attaques, c'est du pur terrorisme. Et le monde entier, les États-Unis et l'Europe doivent enfin répondre, comme une société civilisée répond aux terroristes, a déclaré Volodymyr Zelensky, alors qu'il se trouvait au Canada lors du sommet. Au départ, je rappelle qu'une rencontre en personne entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump était prévue pour le 17 juin, mais la visite du président américain a été soudainement écourtée. Il est rentré d'urgence à Washington, invoquant la nécessité de s'occuper rapidement de la situation au Moyen-Orient. Mais, comme je l'ai déjà dit dans l'épisode précédent, il n'y avait aucune urgence. Parce qu'après être revenu à Washington mardi matin, il n'a réuni son collège de conseillers à la sécurité nationale que dans la soirée. Et d'ailleurs, en arrivant à Washington, il a dit qu'on avait encore au moins 2 jours pour comprendre comment Israël allait agir. Donc apparemment, il n'y a pas vraiment de raison de se presser. Mais en quittant le Canada et en annulant la rencontre avec Zelensky et d'autres, Trump a déclaré devoir retourner d'urgence à Washington. Il se passe quelque chose d'horrible au Moyen-Orient là-bas. Je rappelle que c'était déjà le 7 juin. Il n'y a pas si longtemps, Trump déclarait publiquement qu'il était prêt, je cite, à imposer des sanctions écrasantes contre la Russie si nécessaire. Si je vois que la Russie n'est pas prête à conclure un accord et à mettre fin à l'effusion de sang, j'utiliserai cet outil. Si nécessaire, il sera appliqué. C'est une déclaration de Trump du 7 juin.
Aujourd'hui, le 18, même pas 2 semaines, se sont écoulées, Trump dit déjà que oui, ces sanctions ne profitent à personne, pourquoi les imposer? Cependant, comme l'a rapporté le journal en se référant à des sources au Congrès, l'administration Trump mène parallèlement des consultations en coulisses avec les sénateurs, discutant d'un possible assouplissement du soi-disant paquet de sanctions dévastatrices proposé par les sénateurs Lindsey Graham et Richard Blumenthal. Mais le paradoxe, c'est que la Maison-Blanche a déjà trouvé une excuse pour expliquer pourquoi Donald Trump tarde et n'impose pas de sanctions contre la Russie. Il s'avère que le Sénat des États-Unis a reporté les plans d'imposer des sanctions infernales contre la Russie et ses partenaires commerciaux en raison du conflit militaire entre Israël et l'Iran, et aussi en raison de la nécessité d'adopter le projet de loi sur la réduction massive des impôts proposé par le président Donald Trump. Il s'agit de celui-là même que Trump fait tant de publicité et que d'ailleurs Elon Musk a vivement critiqué. C'est ce que rapporte le journal Semafor. Et voilà que le chef de la majorité républicaine au Sénat, John Thune, a déclaré dans une conversation avec ce journal que l'examen du projet de loi sur les sanctions contre la Russie avait été reporté au moins jusqu'en juillet. Pour l'instant, toute l'attention est portée sur Israël et l'Iran. Le retard est également dû au fait que les auteurs du projet de loi, les sénateurs Lindsey Graham et Richard Blumenthal, sont obligés de le retravailler. C'est aussi ce dont j'ai parlé. En particulier, ils envisagent d'exempter de sanctions les acheteurs de ressources énergétiques russes qui aident l'Ukraine. Le projet de loi initial prévoyait l'introduction par les États-Unis de droits de douane de 5% sur les importations des pays achetant du pétrole, gaz, uranium et autres produits russes. Cependant, comme vous le comprenez, cela aurait pu effectivement couper les États-Unis de certaines des plus grandes économies, y compris des alliés en Europe, qui continuent d'acheter du pétrole, du gaz et du combustible nucléaire à la Russie. Et voilà, Lindsey Graham a indiqué dans une conversation avec Semafor que le Sénat devra attendre un peu, mais il n'a pas précisé de délai concret. Combien de temps cela représente-t-il exactement? Comme il l'a déclaré, je cite, « La situation avec l'Iran évolue actuellement, mais cela ne veut pas dire que j'ai oublié la Russie ou l'Ukraine, pas du tout. Mais il semble tout de même que cela ait été reporté pour très longtemps. » Je rajouterai quelques informations confidentielles. La révision de ce projet de loi concerne non seulement la modification de la ligne exemptant des sanctions ceux qui aident l'Ukraine, mais aussi la réduction du seuil. Premièrement et deuxièmement, il s'agit aussi de reformuler le texte pour que le mot « doivent » soit remplacé par « peuvent ». En d'autres termes, si la Russie refuse de négocier, des sanctions seront imposées aux pays qui lui achètent du pétrole, des produits pétroliers, du gaz, etc. Ils veulent remplacer « doivent » par « peuvent ». Et alors, le président Trump aura le pouvoir de décider si un paquet de sanctions peut ou non être imposé. Mais ce n'est pas tout. Kit Kellogg, représentant spécial du président américain, prévoit de rencontrer le dictateur Alexandre Loukachenko en Biélorussie. C'est ce qu'écrit le média en Biélorussie en se référant à ses propres sources. Kellogg rencontrera probablement le président autoproclamé Loukachenko. 4 sources diplomatiques ont confirmé cette information, mais sans déclaration officielle pour l'instant. Selon 2 sources, l'ordre du jour exact n'est pas encore connu. Lors de discussions privées, Kellogg a mentionné que ce voyage pourrait être un pas vers des négociations de paix pour terminer la guerre de la Russie contre l'Ukraine. En d'autres termes, Loukachenko serait le facilitateur de ces négociations. Mais le département d'État américain, la Maison-Blanche, Kellogg et l'ambassade de Biélorussie à Washington ont tous refusé de commenter. Comme le souligne Reuters, de telles visites diplomatiques nécessitent des négociations délicates et peuvent être annulées à la dernière minute. Si la visite a lieu, Kellogg deviendra le plus haut représentant des États-Unis à se rendre en Biélorussie ces dernières années. La dernière visite a eu lieu en 2020, lorsque le secrétaire d'État américain Mike Pompeo est arrivé à Minsk dans le cadre des efforts visant à établir des relations avec Loukachenko, sur fond de refroidissement de ses liens avec Moscou. Mais entre-temps, les Russes deviennent encore plus insolents. La Fédération de Russie exigera que l'Ukraine détruise toutes les armes reçues de ses partenaires occidentaux, qui lui ont été fournies pour se défendre contre les troupes d'occupation russes. C'est ce qu'a déclaré la veille Alexandre Grouchko, le vice-ministre russe des Affaires étrangères. Il affirme que l'approvisionnement massif de l'Ukraine en armes menacerait soi-disant aussi les pays occidentaux eux-mêmes, car il serait difficile de contrôler ces armes. Et voilà qu'il déclare que tous ces surplus doivent être détruits.
Tous les algorithmes internationaux sont connus, ils doivent être réduits, éliminés, et ce de manière garantie. Ici, je vais traduire en langage simple. En d'autres termes, Moscou demande déjà la destruction ostentatoire de toutes les armes occidentales reçues par l'Ukraine ces dernières années. Comme on le sait, Moscou exige que l'Ukraine reconnaisse la Crimée et des parties bleues des régions de Donetsk, Louhansk, Zaporijia et Kherson occupées par ses troupes d'invasion comme appartenant à la Russie. Les occupants cherchent à faire passer l'Ukraine à une neutralité totale et au statut d'État non aligné. De plus, le Kremlin impose des restrictions aux forces armées ukrainiennes. Il s'agit de la soi-disant démilitarisation et de la réduction des effectifs de l'armée ukrainienne. La Russie n'exige pas la garantie des droits des russophones, la lutte contre les groupes nationalistes, ni la levée des sanctions contre la Russie. De toutes. L'Ukraine considère ces exigences comme comme un ultimatum, menaçant sa souveraineté, son intégrité territoriale et son droit à la coopération internationale. Pendant ce temps, Trump se cache derrière la guerre au Moyen-Orient, disant que ce n'est pas le bon moment pour sanctionner le dictateur Poutine. Ici, je mets des points de suspension. Partagez votre avis et vos conclusions dans les commentaires ci-dessous. Abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et n'oubliez pas de liker la vidéo. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt.